Monsieur le docteur Pierre Tillot, qui va nous parler donc de la politique éditoriale de la société depuis son origine, et en sachant donc qu'on va vous envoyer maintenant la nouvelle organisation de l'ISFHM et la nouvelle organisation de cette politique éditoriale. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je n'ai pas de légitimité pour parler de l'édition en particulier, mais j'ai mieux qu'une légitimité. J'ai quand même vraiment la grande reconnaissance vis-à-vis de mes pairs qui a fait qu'après avoir été président de cette association, ils ont bien voulu m'accorder un poste un peu sur mesure, il faut bien l'admettre, de délégué aux affaires extérieures, qui me permet de m'occuper encore un peu dans cette société et surtout d'aider à faire progresser les questions qui restent parfois en suspens. La dernière en date, c'est celle de l'édition. Et donc, je vais vous parler de la politique éditoriale de notre société qui mérite quand même un peu de recul, un peu de profondeur de champ, et commencer par vous dire que c'est le 29 janvier 1902 que Raphaël Branchard, le grand initiateur de cette société, a décidé que celle-ci devait bien disposer d'un organe qui lui soit propre. Et d'ailleurs, pour vraiment marquer cette volonté ferme, l'article 1er des statuts qu'il a rédigé stipulait dès lors que la SFHM, j'ouvre les guillemets, se propose en outre de publier un bulletin périodique concernant les actes officiels de la société, les textes des procès-verbaux, les renseignements bibliographiques qu'elle aura réunis et soit l'intégralité, soit le résumé des travaux qui lui ont été communiqués. Donc vous voyez quand même la formidable fidélité au statut fondateur de notre société qui, 120 ans après, conserve dans l'objet de sa revue ses contenus. Et le règlement intérieur, pour enfoncer le clou et préciser, la société publie annuellement un bulletin paraissant par fascicule trimestriel. Tout était posé, le contenu, le rythme et l'atomaison. Depuis ses temps originels, la société a connu 3 périodes éditoriales bien distinctes. La première de 1902 à 1942. 1942, ça s'est arrêté au numéro 1, mais vous comprendrez aisément les raisons de cet arrêt impromptu. Et ces bulletins paraissaient sous le nom de Bulletin de la Société française d'histoire de la médecine, et ils paraissaient extrêmement régulièrement. Alors parfois, les fascicules étaient doublés, parfois les fascicules étaient réunis par 2, mais de toute façon, il y a eu une formidable régularité de publication durant cette période de 40 ans. Survient ensuite une période plutôt chaotique, qui est caractérisée par 2 périodes. La période de 1945 à 1951, où seulement 4 livraisons annuelles d'un volume chacune sont servies sous le nom de Mémoires de la Société française d'histoire de la médecine et de ses filiales. Je vous demande de retenir de ces filiales, car c'est peut-être une option qui se justifiera dans l'avenir, tant les difficultés de nos sociétés d'histoire de la médecine sont grandes, qu'elles soient francophones ou qu'elles soient provinciales, et que peut-être il faut songer à revenir à ce côté collégial et regroupé de nos politiques éditoriales, afin de garder un support éditorial cohérent et utile pour notre discipline. Et puis à partir de 1951, la société perd carrément son indépendance éditoriale. Et c'est dans le cadre d'une entreprise commerciale, sous le titre de Histoire de la médecine, que quelques travaux seulement des membres de notre société sont finalement publiés. Et puis vint l'an 1967 et surtout l'action tout à fait méritoire et pugnace d'André Pecker, que certains d'entre vous peut-être ont connu, et dont l'action est à l'origine de la revue Histoire des sciences médicales, cette revue même qui nous gouverne encore aujourd'hui et que l'on doit encore une fois à l'initiative d'André Pecker.
Ceci étant, pour revenir au présent, si cette publication demeure avec son titre, il faut bien admettre que les conditions de son existence ont considérablement évolué au cours des 50 dernières années. Ceci étant, en 2014, alors que j'assurais les fonctions de président, j'ai été conduit à vous soumettre quelques orientations visant premièrement à tirer des enseignements de certaines réalités sociales, la baisse du nombre de nos adhérents, réalité financière, l'augmentation constante de nos coûts d'édition. Et sur ce constat, je vous proposais deux inflexions majeures sur notre politique éditoriale pour l'avenir. Je vous proposais premièrement de ne publier la revue papier que selon un rythme annuel, tout en conservant tous les contenus en conformité avec l'article 1 des statuts de 1902. Et en contrepartie, je vous proposais la création d'une publication digitalisée dont le rythme serait strictement trimestriel et qui me semblait présenter que des avantages, tant sur le plan des facilités éditoriales offertes aux auteurs, avec l'accès à de nombreuses illustrations en couleur, dans des coûts tout à fait maîtrisés, et que sur le plan des commodités en termes de diffusion de nos travaux, la toile est infinie, et de pénétration plus encore d'un public nouveau susceptible de venir grossir nos rangs qui, il faut bien le reconnaître, sont toujours plus clairsemés. Je dois admettre que ces perspectives nouvelles n'auraient pu se concevoir sans le très fidèle et très efficace soutien de Monsieur Cobollet, Guy Cobollet, qui alors était conservateur et un formidable animateur de la BioSanté, qui était à l'époque la BIU. Quelque temps plus tard, le conseil d'administration accepta ces orientations qui furent finalement approuvées par l'Assemblée générale du 19 février 2019. C'est ainsi que la première livraison annuelle de la revue vous a été servie au début de l'année 2020 au titre de la Tomaison 2019, et c'est vrai que cette livraison se révélera comme très perfectible. Signalons que cette livraison marque la dernière prestation de notre imprimeur-éditeur historique, puisque quand même il nous avait suivis pendant près de 25 ans, peut-être même plus de 25 ans, la fin d'une longue collaboration avec notre imprimeur-éditeur de Reims, Monsieur Maréchal, qui a travaillé avec qui on a travaillé dans de très bonnes conditions pendant de très nombreuses années. Ceci étant, c'était une forme nouvelle, il faut des hommes nouveaux, comme toujours, souvent, et la dernière livraison, celle qui vous a été servie début 2021 au titre de la Tomaison 2020, se révèle bien plus aboutie. Elle inaugure aussi une collaboration nouvelle avec un imprimeur de Tours, imprimeur nouveau, les établissements Gibert, Claret, Imprimaire, qui ne sont que les successeurs de deux monuments de l'imprimerie française, puisque je parle de l'imprimerie MAM à Tours, que tout le monde le connaît, mais également des imprimeurs, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, comment c'est les éditions qui éditent Dany Dreger. Donc, l'imprimeur Gibert et Claret trouvent ces deux racines à la fois dans l'imprimerie MAM, fin du 2e, début 20e, et de l'imprimerie Dreger de la première moitié et de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, ce sont des gens qui, généralement, connaissent bien leur métier. Toujours est-il que, compte tenu des temps de crise dans lesquels ce numéro, cette livraison a été faite, et nous pensons que nous pouvons être satisfaits du résultat. Cette appréciation est confortée si l'on considère un aspect non négligeable de la question, c'est l'aspect financier. Pour que vous ayez en tête quelques éléments de comparaison. En 2017, avec 352 membres cotisants à la société,
nous payons pour la conception, l'impression, le brochage et le routage de 4 livraisons dont le total faisait 500 pages, une somme de plus de 25 500 €. Vous avez vu, Jean-François Hutin vous a montré que le numéro unique fait encore avec Maréchal, pour, au titre de 2019 sorti en 2020, nous a coûté 10 100 €. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire routage, impression et ainsi de suite. Eh bien, ce numéro 2020, il vous a été servi en 2021, tiré à 250 exemplaires et comportant 300 pages, comme d'ailleurs à peu près l'édition de 2019, ne nous aura coûté que 7 000 €. Et encore, dans ces 7 000 €, il faut que vous compreniez que 1500 de ces 7 000 € sont un investissement à long terme, puisqu'il s'agit des frais représentant le maquettage initial de la revue, qui ne se reproduira pas comme dépense récurrente. C'est-à-dire que nous sommes passés finalement de 25 500 à 10 100, et maintenant c'est un numéro qui nous coûtera généralement, bon an, mal an, entre 5 500 et 6 000 € pour une livraison normale. Donc, ceci est très important parce que la baisse de nos adhérents est une baisse de recettes. La baisse de recettes ne dit pas un appauvrissement parce que, comme le président le dit, nous sommes sur un matelas et un trésor de guerre, on ne peut pas parler de ça, mais un vrai matelas quand même doré qui nous permet de projeter des investissements pour l'avenir constructifs et qui nous remettront dans des conditions plus actualisées. Et à ce titre, je dis que finalement, en faisant plus de 72,5% d'augmentation d'économie sur le coût de l'édition papier, ça nous laisse une vraie marge de manœuvre pour nous réorienter vers une dynamique d'avenir faite, il faut bien le dire, de visioconférences, d'Internet et d'autres revues numérisées. Et c'est à ce titre que ces économies sont une réelle opportunité pour prévoir un avenir dont on vous parle, le président vous parlera peut-être. Alors, à ce titre, la revue papier, premier axe majeur de l'orientation qui avait été donnée en 2014, et je pense satisfait. En revanche, il reste la deuxième axe majeur, la ISFHM. Alors, cette ISFHM, c'est une revue numérisée dont on connaît tous et on conçoit tous bien les avantages. Elle bénéficie déjà d'une expérience faite de 11 livraisons entre 2015 et 2019. Alors, la période 2020 a connu une petite période de novation à laquelle le conseil d'administration n'a pas jugé utile de donner suite à travers les carnets d'histoire de la médecine. 5 ou 6 livraisons ont été faites durant l'exercice 2020. Le 19 septembre 2020, le conseil d'administration, après évaluation, a estimé qu'il valait mieux revenir à une formule classique de l'ISFHM plutôt que de poursuivre cette expérimentation des carnets. Moyennant quoi, c'est vrai que la société doit apprendre à gérer dans son flux d'activité, non plus le schéma classique, réception de demandes de communication, acceptation, programmation et édition dans la revue, mais maintenant doit apprendre à gérer ce côté binaire de l'édition, de la publication. Soit la communication est destinée à se retrouver dans une revue papier, soit elle se trouve destinée à aller sur la toile à travers la ISFHM. Et c'est à ce titre que le conseil d'administration, je ne sais pas si je continue, je poursuis ou... Oui. Non, je pense qu'on va... Moi, je voulais que tu parles de cette politique éditoriale, parce que je pense que tout le monde a bien compris que aujourd'hui s'ouvrait une ère nouvelle. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle. Et ce que vient de nous expliquer Pierre Tillot, c'est le fonctionnement jusqu'à ce jour. Alors, on a pris des décisions au conseil d'administration qui essayent de régler ce problème compliqué qui est les acceptations, la programmation et l'édition des éditions, soit au niveau de la revue papier,
soit au niveau de la revue électronique. Bon, c'est au niveau de la revue papier Jacques Monnet qui continuera à s'en occuper. Au niveau de la revue électronique, ce sera Philippe Albout qui va s'en occuper. Et au centre de tout ça, il y aura un organisme très important qui sera une sorte de comité de programmation et de lecture qui fera les tris entre ces différentes structures de façon à ce qu'on ait une harmonie globale dans cette politique d'édition dont nous aurons à reparler, je pense, à la suite du prochain conseil d'administration. Enfin bref, le train est en marche, ça continue, ça roule à mon avis très bien, et un avenir radieux s'ouvre à nous. Je pense qu'il est l'heure qu'on close cette séance du 22 mai 2021. Nous nous retrouverons donc au mois de juin, 18-19, en vidéoconférence. Cette vidéoconférence se passera à Montpellier. Elle sera organisée par Philippe Albout et elle sera un peu le succédané de ce qu'on avait décidé au départ, qui était le congrès de Montpellier, qui à l'époque d'ailleurs était fait dans le cadre du 8 centenaire de la société et de la faculté de Montpellier. Voilà, on arrête là, merci à tous. Et je vous rappelle, comme le dit notre secrétaire, que mercredi, on se retrouve ici au niveau de l'Académie nationale de chirurgie qui nous invite. Il y a 4 ou 5 communications qui sont d'un grand intérêt et je vous conseille donc de les suivre. Merci à tous et bon retour.